Dans l'épisode précédent, nous parlions des 5 anomalies statistiques qui ont réussi l'exploit de gagner au moins un titre chacun lors de leur collaboration dans la même équipe. Et sans plus tarder, je vous invite à nous replonger dans l'histoire pour nous remémorer les plus grands duos qui auraient pu. Ils auraient pu. S'ils avaient pu, ils auraient pu gagner tout court ou gagner plus. Ils avaient le talent, ils avaient la voiture, mais ça ne pouvait pas marcher pour les raisons que nous allons regarder. Nigel Mansell, Nelson Piquet, Williams, 1986 à 1987. Personne ne croyait vraiment en Nigel Mansell, le pilote casse-cou ayant fait ses premières heures dans une équipe Lotus qui voyait la mort de son fondateur. Les seuls qui ont cru en lui, Frank Williams et Patrick Head, pour la saison 1985, amoureux de ces pilotes vaillants leur rappelant Alan Jones, leur premier champion du monde. Nelson Piquet, lui, est champion du monde des saisons 81 et 83 et rejoint Williams en 1986, convaincu de sa place de numéro 1 incontesté. Et il faut un numéro 1 pour aller chercher Alain Prost et McLaren. Pourtant, Mansell est dans les chronos de Piquet et le picote méchamment en piste. La piquette, Jack! T'es mauvais! Les deux pilotes ont un bel ego et un caractère ingérable, et pour ne rien arranger, Frank Williams est victime de l'accident de la route qui l'a rendu tétraplégique. Il a dû gérer cette crise depuis son lit d'hôpital, et malgré un avantage matériel tant sur le moteur que sur le châssis, Prost parvient à leur chipper le titre à la dernière course. Cependant, le duo sauvera un titre avec une domination sans partage en 1987. Piquet est le plus régulier, Mansell a plus d'abandon, mais a remporté 6 courses contre 3 seulement pour son coéquipier. Mais un accident en essai en fin de saison blesse le chevalier moustache et laisse Piquet partir avec le titre, ainsi qu'avec Honda en direction de Lotus. Si ce n'était pas pour Prost et Senna qui sont arrivés juste après, Mansell et Piquet pourraient bien s'inscrire en tête des plus grandes rivalités de l'histoire de la Formule 1. Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson, Lotus, une seule épaisseur, 1973. Nous parlons là d'un des plus beaux duos de l'histoire selon moi, et probablement d'un des plus beaux des années 70, mais en 1973, tout n'était pas rose chez Lotus, qui avait pourtant ce duo fantastique, le prodigieux champion du monde brésilien Emerson Fittipaldi, champion en titre, aux côtés d'un jeune tout aussi talentueux, le super suédois Ronnie Peterson. Sur le papier, Lotus avait tout pour battre à nouveau Jackie Stewart et l'équipe Tyrrell. En ce temps-là où l'expérience était bien plus précieuse qu'aujourd'hui, ce duo alliait une pointe de vitesse phénoménale et une intelligente gestion de course, leur permettant de rallier l'arrivée sans faire d'erreur ni bêtement abîmer leur mécanique. Après 5 Grands Prix, Fittipaldi menait devant Stewart, mais Lotus n'avait pas gagné sa réputation de voiture sans fiabilité pour rien. Sur la première moitié de saison, c'est Ronnie Peterson qui a accumulé les abandons et la loi des probabilités s'est renversée en deuxième moitié d'année. Fittipaldi est furieux contre Colin Chapman, qui estime que l'équipe ne valorise pas assez son statut de champion du monde et il ne supporte pas de voir Ronnie Peterson lui prendre des points. Lotus gagne 7 Grands Prix contre 5 pour Tyrrell. Fittipaldi termine 3 petits points devant Ronnie Peterson. Pourtant, Stewart est champion du monde avec 16 points d'avance. 2 des meilleurs pilotes de leur temps, piètrement managés, battus par la solidité du management et du duo de pilotes Tyrrell, mais qui rapportent malgré tout le titre constructeur à Lotus. Après cela, Fittipaldi s'enfuit chez McLaren où il deviendra leur premier champion du monde. Fernando Alonso, Louis Hamilton, McLaren, 2007. Hop là, transition McLaren toute trouvée, car cette même histoire de mauvais management entre un champion du monde et un jeune pilote brillant, qui va leur coûter le titre, va se répéter en 2007, mais chez McLaren cette fois. Fernando Alonso venait juste de chipper la place de numéro 1 de la Formule 1 à Michael Schumacher, après une sublime lutte en 2006 qui s'est conclue par le départ à la retraite de ce dernier. Et après avoir grandi dans la famille Renault, l'instabilité politique en interne et la quête d'un nouveau challenge l'ont conduit à rejoindre ses rivaux de 2005.
Folie que de mettre le jeune champion de GP2 Lewis Hamilton directement à ses côtés, se disait littéralement chaque être humain au début de la saison 2007. Pourtant, Hamilton n'a pas tardé à se mettre dans les chronos de Nando et une lutte intense contre les Ferrari s'engage. Au milieu de scandales politiques internes et de tricheries avérées, le duo se prend des points, l'équipe se divise et les pilotes finissent à égalité au championnat du monde, un point derrière la Ferrari de Raikkonen. Et la disqualification au championnat du monde des constructeurs leur coûte également le titre constructeur. Après 2 échecs en 2003 et 2005, il a fallu qu'il quitte McLaren pour que le Finlandais puisse gagner grâce à Ron Dennis. Graham Hill, Jim Clark, Lotus, double épaisseur, 1967 à 1968. On ne peut pas parler des plus grands duos de l'histoire sans parler du duo le plus charismatique des années 60 qui doit faire frétiller les amoureux d'histoire parmi vous à la simple évocation de leur nom. On peut se risquer à dire que Graham Hill et Jim Clark sont les 2 plus grands noms des années 60 et pourtant il y a de la concurrence. Rivaux tout autant féroces qu'adulés depuis leur lutte mondiale en 62, ils furent réunis en 1967 sous les couleurs de Lotus. Graham Hill quittait BRM, avec qui il avait remporté le duel en 1962, et retrouvait l'équipe de Colin Chapman avec qui il avait débuté à la fin des années 50. Pourtant, l'année 67 était dominée par les Brabham Repco de Brabham et Hulme. Là, tu vois, je fais un petit écho à l'épisode d'avant, où genre va le regarder, enfin je sais pas, mais t'as vu, il y a un narratif, c'est bien écrit, tout ça. Lotus retrouve progressivement de ses couleurs en courte saison 67, malgré tout, troquant ses moteurs BRM pour des moteurs Ford. Graham Hill était bien malchanceux avec 3 podiums et 8 abandons, mais Jimmy a pris 4 victoires en 11 courses, c'est-à-dire plus que les pilotes Brabham. Malheureusement, malgré cet excès de victoires, il a dû se contenter de la 3e place au championnat du monde des pilotes à cause du manque de fiabilité de la voiture. Hélas, on ne verra pas plus de ce duo, car si la saison 68 débute par une victoire de l'Écossais, ce dernier a perdu la vie quelques semaines plus tard lors d'une course de Formule 2, et c'est Graham Hill qui a remporté le titre et a mené au titre constructeur. Le duo n'a pas pu accomplir ce qu'il aurait mérité, mais une telle combinaison ne peut être ignorée et cumule malgré tout 8 victoires en 2 saisons. Graham Hill, Jochen Rindt, Lotus, triple épaisseur, 1969 à 1970. Et j'en profite pour caser une mention honorable en quelque sorte, pour parler du remplaçant de Jim Clark, Jochen Rindt, qui vient épauler Graham Hill en 1969. Toujours aussi fragile, Lotus ne prend que 2 victoires cette année-là et subit de nombreuses pannes, conduisant à de regrettables abandons, privant par exemple Rindt d'une première victoire dans une lutte d'anthologie contre Jackie Stewart à Silverstone, cause un double accident, blessant l'Autrichien en Espagne, et un accident qui a blessé Graham Hill aux États-Unis, et un dernier accident fatal pour Jochen Rindt à la fin de la saison 1970. Malgré tout, l'Autrichien a capturé le titre de cette année 70 avec 5 succès dans la saison. Gilles Villeneuve, Didier Pironi, Ferrari, 1981 à 1982. On a vu des duos de champions du monde, la prochaine fois on verra des duos avec un champion du monde et un redoutable numéro 2, mais je suis obligé de m'arrêter sur le duo Villeneuve-Pironi, qui peut donner lieu à un trop grand nombre d'Uchronie, mais aussi qui est un duo que je savais pas trop où placer et que je me suis dit faut quand même y mettre un petit mot parce que voilà, c'était il y a plus de 40 piges et on en parle encore aujourd'hui. Villeneuve avait démontré une vitesse rare et arrivait progressivement à maturité. Et après une saison 81 plus discrète, Pironi arrivait en grande force en 82 avec la montée de la Scuderia. Il n'a fallu que 4 grands prix pour que le duo fasse des étincelles médiatiques après un doublé à Imola. Mais Villeneuve perdit la vie lors des essais du Grand Prix suivant et Pironi se blessa gravement plus tard dans la saison. Il restait meneur du championnat jusqu'à la fin de saison, et là, ce fut insuffisant pour le pilote français, mais avec l'aide de Patrick Tambay et Mario Andretti, qui les remplaçaient en cours d'année, le duo contribua au titre constructeur de 82. Un duo de légende qui a si peu duré et qui a pourtant marqué l'histoire. Niki Lauda,
créé Regazzoni, Ferrari, 1974 à 1976. Après des débuts sublimes en 1970, Claire Regazzoni avait quitté une Ferrari en manque d'argent et de résultats. Le temps de rencontrer un jeune Niki Lauda en 73 chez BRM et de le ramener chez Ferrari en 74 lorsque le Commendatore tomba sous son charme. Et la saison 74 délivre un retour sublime de Ferrari au sommet avec une lutte mondiale contre McLaren. Lauda mène une campagne superbe, mais avec un manque de fiabilité et quelques erreurs, c'est Regazzoni qui a pris sa place et qui a mené la lutte face à la McLaren de Emerson Fittipaldi. À égalité 2 points pour la dernière manche, un truc qui ne s'est jamais répété dans l'histoire jusqu'à 2021 avec Verstappen et Hamilton, c'est dire à quel point c'était génial. C'est Emerson Fittipaldi qui a remporté le titre, mais Lauda a ramené les 2 titres en 75 et le duo a pris le titre constructeur en 76, Lauda perdant le titre pilote à la suite de son accident en courte saison. Et si Claire Regazzoni ne retrouvera jamais l'excellence qu'il affichait à ses tout débuts, le fait est que 3 titres, 15 victoires en 3 saisons, on peut pas dire que le bilan soit particulièrement moche pour ce duo qui n'a manqué que d'un tout petit peu de réussite pour se retrouver dans la catégorie de l'émission précédente. On a mentionné pas mal de duos aujourd'hui, et il nous en reste encore quelques-uns à explorer. Rendez-vous donc très prochainement pour le dernier épisode des meilleurs duos de toute l'histoire. Je te fais des bisous et je te laisse raccrocher. Bon allez, on raccroche tous les deux. À 3. 1, 2, 3. T'as pas raccroché. Non, c'est toi qui raccroche. Arrête.